Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le traumatisme psychologique est lié essentiellement au contexte d'une violence ordinaire et extrême. C'est un chapitre important de la psychologie et de la victimologie. Penser ce traumatisme comme un trouble psychologique invalidant renvoie à la question de la santé mentale. Fassin et Rechtman affirment dans leur ouvrage L'Empire du traumatisme que cette notion de traumatisme psychologique doit s'entendre à la fois au sens restreint que la santé mentale lui confère, la trace laissée dans le psychisme, et en suivant l'usage toujours plus répandu dans le sens commun, une brèche ouverte dans la mémoire collective. Fassin et Rechtman, 2011, page 201. Le trouble de stress post-traumatique, PTSD, est un trouble anxieux qui se caractérise principalement par le développement de symptômes spécifiques, réminiscence, évitement, perturbation de l'humeur et activation neurovégétative, après l'exposition à un événement particulièrement stressant, APA 2013, ou encore à une situation troublante telle qu'une agression, un viol, un accident, etc. En effet, les séquelles qui en découlent pourraient être gravissimes, tant sur le plan individuel que socio-économique. Du point de vue clinique, les personnes traumatisées sont sujettes à des phénomènes de reviviscence, APA 2013. La scène traumatique est revécue sans cesse, ponctuée de réactions neurovégétatives, sueur, tachycardie, réactions de sursaut notamment, etc. Cette souffrance psychotraumatique s'accompagne bien souvent de comportements d'évitement très pénibles. Au-delà de cette peine, le traumatisme apparaît surtout comme un obstacle sérieux, surtout quand il est associé aux conduites suicidaires, qui sont l'une des échappatoires à un quotidien parfois problématique et insupportable. Dans le contexte algérien, le trouble de stress post-traumatique dont il est question ici serait fréquent. Selon les données issues de l'étude de Ben Sadia, 13,6% de sujets souffrent de PTSD, Ben Saïda 2012. Ce résultat pourrait s'expliquer en partie par les événements potentiellement traumatisants auxquels la population algérienne a été auparavant exposée, attentats terroristes, inondations de 2001, séisme de 2003, banditisme et délinquance urbaine, etc. Il a été en effet bien établi, notamment dans des études en population générale, que le risque suicidaire est associé aux troubles de stress post-traumatique. Selon le dernier rapport de l'OMS, près de 804 000 personnes se suicident chaque année dans le monde, soit une mort en moyenne toutes les 40 secondes, ainsi qu'une tentative de suicide toutes les 3 secondes, OMS 2001. L'Algérie, quant à elle, n'est pas en reste. Le suicide y est un phénomène fréquent. On recense en 2011 près de 1865 tentatives de suicide, et ce même si les études à l'échelle nationale sur le phénomène suicidaire y sont rares, Mimouni, 2010. Du point de vue culturel, c'est le manque de foi qui en est à l'origine. Le sujet suicidant est vu comme un individu agnostique, voire fou, Mimouni 2010. De plus, ses représentations sociales le rendent parfois, tout autant que ses proches, davantage vulnérable à la stigmatisation et à l'exclusion. C'est sur la question du sens de la vie que se base le discours philosophique sur le suicide. Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. A écrit Camus, 1985, page 18. De même, Jean Améry, dans son œuvre Porter la main sur soi, parle de l'homme du non-sens, dont la raison emprunte une autre voie que celle de la logique commune. Améry et Villemar, 1999, page 27. Au-delà de cette conception, le suicide est une forme de renoncement à la vie, combinée à un sentiment de désespoir. Il en est de même pour l'immigration clandestine appelée localement « Arga ». Elle participe aussi d'une mort lente ou d'un suicide symbolique, d'autant qu'on assiste à l'effacement du sujet, ou plutôt à sa fuite pressée vers d'autres horizons faute de perspectives et de climat propice pour lui dans son propre pays. Le contexte général dans lequel évolue le jeune Algérien ne lui offre pas vraiment ce dont il a besoin: logement, travail, éducation, loisirs, etc. Selon des données rapportées par les médias, le taux de chômage en Algérie est estimé, en 2016, à 10,5%. Cela fait du jeune une proie facile pour la délinquance, l'oisiveté et le désespoir, source d'une misère mentale et sociale. C'est le cas de Nassim, âgé de 37 ans,
que nous avions rencontrés au cours de nos investigations sur le terrain, au sein de l'institution psychiatrique Fernan Hanafi en Kabylie, où le taux de suicide serait relativement important. Il aurait fait une tentative de suicide par défenestration en 2008. J'ai connu une souffrance mortifère, j'ai perdu mon boulot, ma famille et ma santé, il ne me reste rien. Cette vie est injuste, je pars ailleurs car là-bas, on est tous égaux devant Dieu, nous dit-il. Ce récit a fortement résonné dans notre conscience. Livré à son malheur, le patient suicidant est rejeté hors de l'espace social, puisque son problème relève du silence et de l'intime. Une forme de compassion nous a rendus d'ailleurs plus sensibles à cette situation sociale dont le malade souffre. 2 ans plus tard, cette question de suicide s'est imposée d'elle-même lors d'un stage de recherche qui a duré 3 ans au sein du laboratoire stress traumatique, LST, et du service psychiatrie, psychothérapie et art-thérapie. Plusieurs patients sont pris en charge par le CHU de Toulouse, qui propose des consultations spécifiques relatives au traitement du trouble de stress post-traumatique, PTSD, provoqué par des événements violents survenus dans la région toulousaine, explosion du complexe chimique AZF en 2001, tempête dévastatrice en 2009 et tuerie en 2012. À la suite d'une tempête qui a eu lieu à Toulouse, en 2009, des sujets avaient été hospitalisés et suivis pour des souffrances psychotraumatiques. Cette expérience fut pour nous une occasion de nourrir nos idées en tant qu'observateurs soucieux de s'informer sur tout ce qui a trait à notre thématique de recherche, lors des différentes rencontres avec les patients. AZF a réveillé en moi le temps de mon cauchemar à Alger. Les fous de Dieu ont lâché leur horreur, est-ce un fait de coïncidence ou une rencontre avec mon passé ? Je n'ai plus de larmes pour pleurer, le cœur est trempé dans le chagrin. Sakina, patiente hospitalisée en 2009 à Toulouse après une tentative de suicide. Ces espaces interactifs nous invitent à nous interroger sur le lien existant entre le suicide et le traumatisme psychologique. En outre, une rencontre n'est-elle pas le moyen idéal de faciliter le contact avec l'autre, l'écoute, l'accueil, la bienveillance ? Cette occasion nous a aussi permis de concilier la démarche quantitative basée sur le traitement ainsi que l'analyse des données, et la démarche clinique, des réalités cliniques observées. Si notre étude concerne les données épidémiologiques recueillies par le Centre collaborateur de Lons, CCOMS Lille, notre thématique liée au suicide et au traumatisme psychologique aurait été analysée dans une perspective clinique, afin de dégager le sens de ces phénomènes. En effet, nous avons tenté de rendre intelligibles par le biais de ce travail les effets de certaines violences dans la société algérienne. Il est aussi question d'appréhender le sens de la violence, contre autrui ou contre soi, qui s'insère dans la conjonction de l'histoire individuelle et du contexte social. Le suicide est bien souvent l'expression de ces difficultés extérieures qui reflètent notre souffrance intérieure. Sous cet angle, le suicide est un anéantissement volontaire de soi conjugué à l'effacement de la douleur. C'est à propos du suicide en l'occurrence que Durkheim démontra l'originalité de sa méthode, en mettant en évidence la spécificité du social dans l'explication d'un problème qui relève essentiellement du psychisme individuel. Durkheim 2007. Il est nécessaire de se demander si la violence extérieure visible à laquelle le sujet est exposé au cours de sa vie se transforme en violence interne, intériorisée. Vraisemblablement, le sujet qui s'expose au trauma s'auto-approprie les mécanismes de cette violence par des mécanismes psychologiques, identification, refoulement, projection, etc. Cela étant, la violence externe, au même titre que la violence contre soi, s'oppose dans le fond, à l'autoconservation et à l'amour de soi. Freud a soutenu à son époque dans son célèbre ouvrage Le malaise dans la civilisation l'idée selon laquelle la vie sociale, les relations avec d'autres hommes notamment, est source de souffrance. Nous là, la vie sociale, ressentons peut-être plus douloureusement que tout autre. Nous sommes enclins à voir en elle un ingrédient en quelque sorte superflu. Freud 1971 page 19. Cette réflexion nous amène à penser le tragique de la condition humaine, comme malaise intrinsèque à toute civilisation. Nous avons essayé ici de contextualiser la problématique traumatisme psychologique-suicide, par une approche à la fois psychologique et sociologique, dans un contexte marqué par certaines violences citées précédemment. Notons que les publications scientifiques en Algérie sur cette thématique restent peu exploitées. Notre choix n'est pas fortuit, puisque la psychologie individuelle est aussi d'emblée et simultanément une psychologie sociale,
Freud 2010 page 123. L'objectif principal de notre travail de thèse est d'aborder la question du traumatisme psychologique en lien avec le suicide. Décidément, l'homme est partout le même puisque les lois psychologiques sont pratiquement identiques. Toutefois, la psychologie interculturelle montre bien que chaque individu ou groupe d'individus se distingue des autres par l'affirmation d'une identité culturelle propre. De même, Marie-Rose Moreau rapporte, à travers ses travaux portant sur l'interculturalité, que les hommes occidentaux, africains et maghrébins ont chacun leur spécificité. Ce regard interculturel, Boussepsi 2007 page 279, se situe dans l'optique d'une approche multidisciplinaire destinée à atteindre les significations profondes de nos manifestations psychologiques puisque la maladie est à l'interface de l'organique, du psychique et du social. À cet égard, le travail du chercheur consiste tout d'abord à analyser la réalité extérieure et ou intérieure comme architecture symbolique, tout en se distanciant de la description factuelle et temporelle. Ce dernier serait amené à articuler alors les différents niveaux d'interprétation des phénomènes. En parallèle, ce travail permet aussi de repenser le concept de contexte dans le domaine de la recherche psychiatrique. C'est une démarche rigoureuse qui nous invite à concevoir le monde dans sa diversité et sa complexité. Précisons ici que cette thèse de doctorat est aussi un projet d'écriture qui nous a beaucoup aidé à transcender certains tabous, maladies mentales, viols, etc. C'est une forme de liberté de pensée qui donne de l'élan à notre imaginaire sur le monde extérieur, et plus particulièrement sur les conditions de vie en Algérie. À titre personnel, l'écriture de cette thèse lève le voile sur certains aspects de la violence contre soi et autrui. Il y a également dans ce projet d'écriture une volonté d'insérer nos idées et nos réflexions dans une perspective globale, qui fait de ce travail de recherche une sorte de tremplin pour d'autres travaux ultérieurs. Au-delà des doutes et des moments d'inquiétude, notre travail demande bien évidemment un certain investissement mental et un retour permanent sur soi. Il est difficile, voire délicat d'écrire à partir de sa propre expérience. Comment peut-on rédiger une thèse sans sombrer dans une certaine subjectivité ? Et puis, comment construire l'ossature d'une thèse cohérente, porteuse de sens ? Bien souvent, la thèse est structurée suivant l'ordre des chapitres qui illustrent les relations logiques entre les différents thèmes abordés. Chaque chapitre est subdivisé en parties et sous-parties. Cette hiérarchisation des contenus met en évidence la logique et l'ordre qui sous-tendent ce travail d'investigation, et les idées défendues. Cette justification permet d'établir une association logique entre ce que l'on sait, et ce que l'on veut savoir. Dans la perspective de cette thèse, nous avons structuré notre travail en 6 chapitres principaux organisés de manière à explorer le lien entre le PTSD et le suicide dans une perspective à la fois théorique et pratique. L'analyse et la compréhension de notre thématique supposent, de notre point de vue, une double mise en perspective d'un cadre théorique et d'une contextualisation des phénomènes en question. Nous avons abordé dans les chapitres 1, 2, 3 et 4 les thèmes principaux de notre travail, santé mentale, traumatisme psychologique et suicide, sous un angle théorique. Ces éléments nous ont aidés à définir nos concepts au départ. Puis, nous avons rédigé, compte tenu de ce cadre conceptuel, le 4e chapitre dans lequel nous présentons les résultats issus de nos recherches. Comme second axe de notre réflexion, nous avons enfin tenté d'élargir notre travail par d'autres perspectives en matière de recherche scientifique et de réorganisation de l'offre de soins en Algérie. Dans ce qui va suivre, nous allons résumer succinctement le contenu des chapitres et des parties rédigées, afin de saisir l'enchaînement de nos idées. C'est une étape sans doute indispensable, qui englobe nos choix essentiels concernant la manière de présenter nos idées et de mettre l'accent sur tel ou tel aspect. Le premier chapitre porte sur la situation de l'Algérie en matière de santé mentale. Les données exploitées dans le cadre de cette thèse sont issues de l'enquête Santé mentale population générale, SMPG, réalisée en 2003 par le Centre collaborateur de Lons, CCOMS Lille, en partenariat avec l'hôpital psychiatrique Mahfoud Boussepsi, Cheraga Alger. Il est donc nécessaire d'en clarifier les différents aspects. Cette recherche-action s'inscrit dans la stratégie internationale de l'ONS pour la promotion de la politique de santé mentale, tout particulièrement dans les pays en mutation, d'autant que l'Algérie n'a pas encore adopté une politique de santé mentale rompant avec la culture asilaire.
Nous avons brièvement exposé les objectifs fixés, à savoir la représentation de la maladie mentale et la fréquence des troubles mentaux diagnostiqués. À partir des résultats rapportés, nous avons montré dans ce chapitre introductif en quoi l'étude de la relation entre le PTSD et le risque suicidaire est intéressante, tant du point de vue théorique que pratique. Le deuxième chapitre recouvre le traumatisme psychologique dans une perspective théorique. Des événements hors du commun sont parfois à l'origine d'une souffrance qualifiée de psychotraumatique. Cette notion de traumatisme psychologique recouvre un champ aussi hétérogène que complexe. En témoigne l'étude historique et critique ayant participé à l'émergence du domaine psychotraumatique. De la névrose traumatique au PTSD, beaucoup de théoriciens et de spécialistes ont tenté de développer un concept opérationnel. Le troisième chapitre porte sur la violence terroriste en Algérie. En effet, la problématique du traumatisme collectif en Algérie sera évoquée, ne serait-ce que pour justifier le choix et l'importance de notre thématique de recherche. Ce traumatisme, qui est une sorte de rupture avec une société sécurisante, prend sens dans l'histoire de l'Algérie. En effet, l'effacement de l'autre dans l'ombre de la violence intentionnelle a des séquelles gravissimes sur la santé mentale du sujet. Ce malaise s'intensifie par la négation du droit de l'individu à la compassion, à la reconnaissance du statut de victime et à la réparation matérielle et spirituelle des préjudices. Cela empêche le travail de deuil de s'amorcer. Cet épisode sombre est d'autant plus complexe qu'il mérite d'être analysé dans une approche psychologique sans pour autant négliger l'apport des approches sociologiques, anthropologiques et politiques qui sont utiles à la compréhension transversale du traumatisme psychique. Le quatrième chapitre a pour titre « Le phénomène suicidaire ». Nous nous sommes attachés dans ce chapitre à mettre en évidence des approches théoriques, ayant pour but de montrer que le suicide est une conduite humaine complexe. Cette question a connu, du point de vue historique, des variations et des explications transversales. Ce décloisonnement disciplinaire qui s'opère au sein de ce champ de recherche a d'ores et déjà permis de confronter les points de vue sur la mort volontaire, afin de dépasser certaines difficultés, qu'elles soient méthodologiques et ou épistémologiques. Le cinquième chapitre, le suicide en Algérie entre violence et tabou, a pour objectif principal de développer une ébauche de réflexion sur cette problématique, d'autant que le suicide demeure un tabou social induit selon l'imaginaire social par le manque de foi. Le sixième chapitre, adaptation de l'enquête santé mentale en population générale, recouvre les éléments méthodologiques. Dans un premier temps, nous avons relevé les concepts ainsi que les travaux antérieurs en rapport avec notre thématique, le PTSD suicide. Il s'agit d'une méthode quantitative, qui correspond parfaitement au traitement et à la fouille de notre corpus. Cette partie introductive, proprement pratique, est un point d'ancrage pour clarifier la démarche suivie. Le septième chapitre se nomme « La relation entre le PTSD et le risque suicidaire, effet modérateur de la pratique religieuse ». Dans un premier temps, nous avons testé par des méthodes statistiques nos hypothèses de recherche. Dans un second temps, nous avons engagé une discussion et un argumentaire sur la problématique PTSD-suicide au regard de nos résultats et du contexte dans lequel l'enquête SMPG a été réalisée. Une sorte de lecture à la fois globale et transversale, en vue d'engager notre réflexion exhaustive sur la problématique de notre recherche. Enfin, nous avons proposé à la lumière de nos résultats, quelques perspectives de nature à nous ouvrir sur d'autres problématiques et nous projeter dans l'avenir. Loin d'être uniquement une œuvre de pure théorie, cette thèse est à notre sens une interrogation sur la question du traumatisme psychologique en lien avec les conduites suicidaires, et surtout une ambition personnelle. Sa finalité est de s'en remettre à des perspectives concrètes, dans le but de penser le changement et les réformes nécessaires dans le domaine de la santé mentale en Algérie. Chapitre 1. La situation de l'Algérie en matière de santé mentale. Dis-moi donc quelle conception tu as du malade psychiatrique. Je te dirai à quel modèle de société et à quelle civilisation tu aspires dans ton inconscient. Mahfoud Boussepsi. 1. La santé mentale, politique et programme. Ces dernières années, la problématique de la santé mentale a été réintroduite en force au sein du débat politique et sociétal, en particulier dans les pays développés, OMS 2012.
Elle est inscrite dans un projet de société qui s'attache au bien-être de l'individu et au vivre ensemble. Roland, 2012. C'est dans cette perspective que l'OMS a introduit, au moyen de multiples rapports et actions, la question de la promotion de la santé mentale dans le domaine de la santé publique à l'échelle mondiale. L'objectif consiste à sensibiliser les acteurs sociaux, décideurs, pouvoirs publics, professionnels de santé, associations, usagers, etc., aux conséquences des affections psychologiques aussi bien au niveau individuel que sociétal, OMS 2011. Cette démarche de sensibilisation à la charge de la morbidité des troubles mentaux est l'une des stratégies de promotion de la santé. Selon les conclusions issues de son rapport en 2012, les troubles mentaux non traités représentent 13% de la charge de morbidité mondiale totale. Les troubles dépressifs unipolaires occupent la 3e place parmi les causes de morbidité, étant à l'origine de 4,3% de la charge mondiale de morbidité. OMS 2011 page 1. Cette prévalence et les conséquences qui en résultent pourraient s'expliquer en partie par la rapidité des changements sociaux, économiques et politiques dans le monde. En fait, le diagnostic d'une souffrance qualifiée de psychosociale montre clairement l'impact de l'environnement social, organisation pathologique, désordre, manque de planification, etc., sur la vie psychique de l'individu, Furtos 2008. De même, l'exposition à une situation extrême ou même d'urgence humanitaire est un facteur potentiel de risque de troubles mentaux. Souvent, cette souffrance se transforme en problème chronique, notamment en cas d'absence de prise en charge précoce. De nombreuses études rapportent que l'aggravation des affections psychologiques, quelle que soit leur nature, est beaucoup plus visible dans des milieux marqués par la précarité, le chômage, l'insécurité, etc. Outre la souffrance psychologique, les malades mentaux subissent des conditions de vie difficiles, parfois même des violences physiques et sexuelles et des traitements dégradants au sein des établissements de soins ou dans la rue, Furtos 2008. C'est pourquoi la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des malades mentaux est au cœur des programmes de l'OMS. Il serait difficile de gérer efficacement les risques environnementaux sans la mise au point d'outils d'évaluation et le développement d'approches positives en santé mentale. Évoquée par l'OMS, cette vision consiste à agir sur les déterminants et les facteurs extérieurs. Il est question de diminuer la précarité, améliorer les réseaux sociaux et l'alimentation, et réduire la consommation de substances psychoactives pouvant affecter la santé mentale des individus. Ce modèle de prévention anticipatif suppose une dynamique de décision et d'action pragmatique en vue de prévenir les troubles mentaux et/ou comportementaux et de promouvoir la santé mentale des individus. Cela dit, la promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Pour parvenir à un état de complet bien-être physique, mental et social, l'individu ou le groupe doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s'y adapter. OMS 1986 page 1. Il est question de mobiliser de ce point de vue toute l'énergie sociale, en élaborant des actions de proximité ciblées selon la spécificité des contextes, milieux de travail, écoles, prisons, etc., et des groupes concernés, enfants, jeunes, parents, personnes âgées, etc. À ce titre, des initiatives et des programmes ont été élaborés dans le champ de la santé mentale. En France par exemple, le plan de psychiatrie et santé mentale 2011 à 2015, s'inscrivant dans le cadre du Pacte européen, a pour objectif d'apporter des réponses en matière de soins. L'objectif de ce plan de concertation est d'accompagner les personnes souffrant d'une pathologie mentale dans son processus de soins. Ce qui permettra de lutter contre les préjugés et la stigmatisation, en mettant en œuvre les ressources de la société. En Europe, un programme de promotion de la santé mentale s'intitulant Fonds Armand a été élaboré en 2011 dans le cadre d'une coopération regroupant la France, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En principe, cette mise en œuvre de plans stratégiques, conformément aux normes internationales ayant trait aux droits de l'homme, vise la promotion de la santé mentale des populations. Il en est de même au Canada, où la santé mentale s'insère dans une perspective de santé publique. Elle y est perçue comme une ressource de la vie quotidienne, en référence au principe de la Charte d'Ottawa, la santé étant considérée comme une affaire de société. D'ailleurs,
de nombreux programmes spécifiques et préventifs relatifs aux maladies mentales ont été préconisés. À titre d'exemple, le programme Les 4 Centres d'Excellence se charge de fournir une information à la fois théorique et pratique à l'échelle nationale. La protection et le bien-être des enfants, CEPB, le développement des jeunes enfants, CEDJE, les enfants et les adolescents ayant des besoins spéciaux, CEABS, et l'engagement des jeunes, CEJ. Ces approches préventives s'imposent notamment dans les pratiques institutionnelles de nature à rompre avec un modèle traditionnel qui se fonde en principe sur le traitement de ces pathologies. Cette nouvelle orientation s'inspire des visions de l'ONS, qui précise que la santé mentale est la capacité qu'a chacun d'entre nous de ressentir, de penser et d'agir de manière à améliorer notre aptitude à jouir de la vie et à relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Il s'agit d'un sentiment positif de bien-être émotionnel et spirituel qui respecte l'importance de la culture, de l'équité, de la justice sociale, des interactions et de la dignité personnelle. OMS 2001 page 28. Une logique qui s'avère encore plus pertinente, d'autant que la référence à la santé mentale aurait remplacé celle de maladie mentale, Roland, 2012. Elle a également participé, comme l'a souligné Jodelet, au développement de la psychologie de la santé. Toujours d'un point de vue historique, la place de la psychologie de la santé peut être également rapportée à l'évolution de la définition de la santé dans laquelle l'ONS a joué un rôle certain. Jodelet 2006 page 221. Cette approche globalisante de santé centrée sur la mise en œuvre de services de proximité empêche l'éclatement institutionnel, l'épuisement professionnel, les conflits internes, le désengagement, etc., en la transformant de manière tangible. Elle est aussi une mutation institutionnelle, marquée essentiellement par la réorganisation des systèmes de soins, qui donne au sujet la possibilité de bénéficier du statut d'acteur de sa santé, lequel vient s'insérer dans la société, Ehrenberg, 2010. Dès lors, la notion de santé mentale contribue à la reconnaissance de la citoyenneté du malade qui devient désormais capable de participer activement au processus de soins. Au cours de ces dernières décennies, cette approche de l'empowerment a été intégrée dans les débats publics. C'est un concept multidimensionnel qui recouvre une pensée, une pratique et un changement. Elle permet aussi aux individus d'agir par eux-mêmes et d'exercer un contrôle sur les événements de leur vie pour guérir. L'empowerment permet d'acquérir un certain pouvoir. C'est en quelque sorte une construction identitaire englobant la dimension individuelle et collective. D'un point de vue organisationnel, cette approche est une nouvelle perspective de réorganisation des actions qui consiste à penser les services de soins comme un système favorisant la participation de tous les acteurs concernés. C'est le cas, par exemple, du Centre collaborateur de l'ONS, CCOMS Lille, qui a développé une logique de santé communautaire, par le biais d'un soutien à la participation citoyenne, associations d'usagers, familles et aidants dans la réforme des services de santé, ce qui est une valeur fondamentale. Notons aussi que dans le programme collaboratif, préconisé, en 2009, par la Commission européenne et de l'ONS, ce concept a été défini comme un modèle de changement des pratiques sanitaires. Si cette vision positive de l'individu est profondément ancrée dans la conscience occidentale, la société traditionnelle algérienne en mutation s'inspire toujours des modèles d'enfermement anciens. Cela s'explique par le manque de moyens de prévention et de soins. Or, l'ONS met l'accent sur cette difficulté, ainsi que sur les enjeux liés à la problématique de la santé mentale en particulier. 2. Le modèle curatif comme vision dominante. Comme nous l'avons précédemment évoqué, les organisations internationales, OMS, CCOMS, etc., renforcent leurs actions partout dans le monde en matière de promotion de la santé mentale. Cela s'accompagne du renouvellement des visions traditionnelles, voire simplistes du bien-être individuel et collectif. Nous nous intéressons ici à la problématique de la santé mentale en Algérie, laquelle aurait suscité nettement moins de débats qu'au sein de la communauté occidentale, dans la mesure où la préoccupation sanitaire est fondamentalement centrée sur le diagnostic et la cure. Aussi ne disposons-nous que de peu d'éléments sur la fréquence des troubles mentaux, qu'il s'agisse de leur prise en charge ou de leur prévention. Nous manquons d'enquêtes à l'échelle locale en raison d'une politique de santé mentale visiblement défaillante. Or,
les données statistiques sont une ressource primordiale pour mieux prévenir les troubles mentaux et comportementaux. En Algérie, la problématique de la santé mentale est réduite à l'absence de pathologie. Or, la bonne santé mentale ne se restreint plus à l'absence de maladie mentale et désigne plutôt le pôle positif des états psychologiques. Ce pôle positif comprend le bien-être et les ressources psychologiques permettant la gestion de façon satisfaisante de sa propre vie, même face à l'adversité. Kovus Mafti 2009, page 17. Cette conception, issue de l'héritage d'une institution coloniale, s'est développée de façon ordinaire afin de répondre au mieux aux besoins de l'individu. En effet, l'école d'Alger fondée par Antoine Porot s'est intéressée tout particulièrement à l'étude de la mentalité indigène, pour comprendre la pathologie et promouvoir une bonne santé mentale. Ce savoir psychiatrique a été instrumentalisé pour justifier le statut de sous-citoyenneté des Algériens. C'est dans ce contexte que Frantz Fanon, 1925 à 1961, ce militant de la première heure de la cause algérienne, s'est opposé aux pseudo-théories dites racistes. Aujourd'hui, les résidus de cette logique auraient pris de nouvelles configurations. Cela dit, le professionnel de santé qui se positionne dans une perspective curative soigne dans l'urgence des pathologies à la fois chroniques et complexes. Ce dernier se limite alors à un travail de réparation de la maladie mentale, pour reprendre ici l'excellente expression de Robert Castel. Cela ne donne pas la possibilité à la société de promouvoir véritablement une bonne santé mentale. Car au lieu de se contenter de se manifester dans l'après-coup, c'est-à-dire lorsque la pathologie s'est déjà installée, l'intervention doit se déployer en amont de l'épisode pathologique. Castel, 1986, page 162. Cette politique de santé mentale est marquée par les fréquentes cures, suivies jusqu'à présent par les établissements sanitaires. Aussi, l'objectif des institutions médicales semble a priori d'offrir des soins sécuritaires, sans se pencher réellement sur les problématiques de prévention, ni sur le suivi ou l'insertion du patient. En ce sens, la prise en charge des malades mentaux s'organise essentiellement autour de la cure. Pourtant, la promotion du bien-être mental est une démarche essentielle pour permettre aux patients de faire face aux exigences de la vie quotidienne, famille, travail, relations, création, etc. Ehrenberg 2010. À l'échelle individuelle, des facteurs tels que l'isolement, le chômage, la pauvreté sont des éléments de risque et ou d'aggravation de la maladie mentale, OMS 2001. Or, le contexte sociopolitique algérien dans lequel les individus ont été socialisés se caractérise par l'appauvrissement socio-économique, Adjadj 2003, et la précarité structurelle de l'emploi. Cela peut être constaté à travers l'incapacité des gouvernements successifs à résoudre sérieusement les questions du chômage et de l'insertion sociale, touchant en grande partie les jeunes, Fidéal, 2010. Les conduites suicidaires les plus violentes, feu, défenestration, pendaison, etc., sont des signes tangibles de ce malaise communautaire. D'où l'intérêt de planifier des mesures de prévention adaptées et de donner la priorité à des démarches collectives susceptibles d'éviter les risques extrêmes, voire tragiques. À cela s'ajoutent des émeutes qui éclatent dans les villes et les quartiers, pour revendiquer les droits civiques les plus élémentaires. En effet, les violentes jacqueries qui secouent périodiquement les grandes villes comme les moindres douars pour tous les motifs possibles liés à la mal-vie, se sont multipliées depuis, au point de faire de l'Algérie, de l'Est à l'Ouest, un chaudron social en permanence au bord de l'explosion généralisée. CISA 2009. Remarquons, pour faire le parallèle entre la crise sociale et le phénomène suicidaire, que la plupart des suicidants hospitalisés au sein du service de psychiatrie Fernan Hanafi de Tizi Ouzou sont de jeunes chômeurs. À l'admission dans le service, Moussa, un jeune chômeur de 27 ans. Il déclare avoir des difficultés financières pour soutenir sa famille. Il nous en parle avec une gêne évidente. Moi, j'en ai marre de ce bled. Je suis jeune sans moyens et je n'ai aucun avenir ici. L'été dernier, j'ai déposé partout mon CV pour le boulot mais je n'ai eu aucune réponse. Une lettre morte. J'ai même essayé de contacter le responsable par le biais d'une connaissance, mais pas moyen. Moussa confirme que les idées de suicide lui surviennent brutalement. Il disait qu'il était en proie à des ruminations, ce qui l'a poussé à se pendre dans leur jardin. 3. La stigmatisation du malade mental. 3.1.
Le stigma de la maladie mentale. Au regard des normes sociales, l'expérience de la folie est stigmatisante. La stigmatisation se base sur la méconnaissance de l'humain. Le malade mental est en effet perçu comme un être dangereux qui incarne la déviance. Des clichés réducteurs sur sa condition qui le rendent plus vulnérable à l'exclusion sociale. On lui attribue une identité abîmée. Goffman, 1975. Il perd, aux yeux de la communauté, sa place sociale sans pouvoir toutefois accéder à un statut socialement reconnu. Il se trouve dans une position flottante au sein d'une marginalité et essaie de prendre conscience de sa situation de déraciné. Outre sa pathologie, le malade mental subit le regard blessant de l'autre. On lui assigne socialement le statut de fou, qui symbolise un danger potentiel et ou réel. L'expérience de la folie renvoie à la perte de contrôle sur soi-même, Jordana, 2010. Celle-ci se manifeste bien souvent dans des espaces clos, là où elle se dévoile dans son ensemble. Dans le contexte algérien, on remarquera que le concept de la folie recouvre la quasi-totalité des maladies mentales. Une des causes principales de cette confusion est que le champ lexical destiné à décrire l'ensemble des différentes manifestations psychologiques demeure quasi inexistant. Ajeby, 2006. L'appréhension globale de leur contenu est biaisée dans la mesure où on ne peut expliquer de manière exhaustive leur étendue. De cette difficulté à nommer les phénomènes humains découle une confusion sémantique. On ne distingue pas les états morbides des problèmes non pathologiques, difficulté à être, souffrance quotidienne, etc. D'habitude, on utilise des termes d'inspiration religieuse, Maboul, Majnoun, Markoub, Maskoun, etc. Puisque la problématique de la maladie mentale a toujours oscillé au cours de l'histoire entre conception magico-religieuse et considération scientifique, Awata 2000, Ajeby 2006. En pratique clinique, les malades éprouvent du mal à nommer les problèmes psychologiques dont ils pâtissent. C'est pourquoi ils recourent aux symptômes pour faire le distinguo entre les différentes souffrances exprimées. C'est dans cette société algérienne marquée par des logiques traditionnalistes que le discours sur la maladie mentale puise inéluctablement sa cohérence, une sorte de gisement ou de capital culturel dominant. Celle-ci est bien souvent considérée comme la mainmise sur la conscience d'esprits invisibles, et traitée en tant que telle. Ainsi la possession devient-elle l'une des modalités de son interprétation. Dans la pratique, on l'identifie comme une appropriation de l'esprit humain par un autre, démoniaque ou satanique. Dans les représentations populaires, l'atteinte mentale paraît bel et bien comme l'émanation persécutrice des esprits invisibles, le djinn ou les djenouns, etc. Ajeby 2006, page 153. Cette interprétation culturelle permet d'une part à la société d'occulter certains de ses dysfonctionnements, et donne d'autre part à l'individu la possibilité de camoufler ses conflits intérieurs, lesquels s'expriment plutôt dans un langage non psychologique, culturellement toléré. Ce langage symbolique ne supprime pas, toutefois, les problèmes manifestés par le malade qui s'engage dans des circuits thérapeutiques traditionnels afin de restituer son intégrité mentale. Il est à souligner que les phénomènes pathologiques n'ont de sens qu'en lien avec la réalité socioculturelle qui les sous-tend. La folie constitue cette altérité radicale qui fonde les normes et les règles. D'un point de vue sociologique, cette dernière est utilisée comme une ressource culturelle destinée à consolider les normes sociales existantes, Bertini 2010. De même, la stigmatisation du fou, ou bien encore le fait d'exclure l'individu constitue des actes fondateurs de la société, permettant à celle-ci de fonctionner. Les frontières de la folie sont infranchissables dans la mesure où elle est cette pure extériorité qui ne se peut jamais et nulle part s'inclure, dans quelque culture que ce soit, et à quelque époque que ce soit. Ce dernier point nous conduit à la fonction sociale de la folie qui se présente et s'impose comme un agent d'organisation sociale permettant de justifier les dispositifs de contrôle et de coercition des individus et des groupes. Bertini, 2010, page 23. C'est la société qui dicte à la folie ses limites, en déterminant ses modes de pensée et de conduite. En Algérie, la reconnaissance de la souffrance psychologique passe bien. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.